Bonjour Nicolas Mirković. Bonjour. Vous êtes auteur du Martyr du Kosovo, Bienvenue au Kosovo et l'Amérique Empire, d'ailleurs qu'on a présenté au Dialogue franco-russe l'année dernière avec beaucoup de succès. Et à un moment donné, comme vous avez dit, cet ouvrage, l'Amérique Empire, était en première vente géopolitique sur Amazon France. Donc j'invite tout le monde à lire et acheter ce livre si vous ne l'avez pas encore fait. Actuellement, nous parlons beaucoup du conflit en Ukraine, ce qui est naturel, hélas. Et moi, j'ai envie un petit peu de revenir sur la question de la guerre en Kosovo, que vous connaissez bien. Est-ce qu'il y a des similitudes dans le déclenchement de ces deux conflits, au Kosovo et en Ukraine? Traitement médiatique, déroulé C'est le même scénario. Il y a beaucoup de similitudes. D'ailleurs, j'avais fait beaucoup d'actions humanitaires au Kosovo. Et quand j'ai vu ce qui se passait en 2014, même un petit peu avant, en Ukraine, et que j'ai vu le coup d'État et ce qui se passait ensuite au Donbass, non seulement j'ai continué mes missions humanitaires au Kosovo, mais j'ai commencé à en faire en Donbass parce que j'ai vu qu'à ce moment-là, le scénario qui s'était déroulé en ex-Yougoslavie allait se dérouler en Ukraine et que là, on était à côté de la Russie et que ça allait prendre des proportions beaucoup plus importantes. Donc c'est le même scénario. Si vous voulez, je vois les mêmes choses. Je revis aujourd'hui, avec peut-être un petit peu moins de passion parce que je ne suis pas russe ni ukrainien, mais ce que j'ai vécu pendant les années 90 en tant que Serbe. On a tout d'un coup les États-Unis qui décident de chambouler une région, un pays du monde pour leurs propres intérêts géopolitiques, comme ils l'ont fait en ex-Yougoslavie. La Yougoslavie aurait pu être un pays qui allait continuer de vivre. Les atlantistes ont décidé de le découper violemment. Ils auraient pu s'appuyer sur des factions pacifiques. Il y avait bien évidemment au sein des différents peuples des Balkans des mouvements ultranationalistes qui voulaient en découdre, mais il y avait aussi des courants pacifistes. On aurait pu soit sauver la Yougoslavie, soit s'appuyer sur les factions pacifiques pour trouver une solution sans guerre. Ça n'a pas été du tout la volonté des atlantistes. Et je savais que quand il y avait le coup d'État en 2014, coup d'État violent, avec vraiment en plus tous les artifices des révolutions de couleur organisées par les États-Unis, on avait soi-disant des révolutions pour la paix, pour la démocratie, alors que c'était des mouvements antidémocratiques, puisqu'ils ont chassé un président élu démocratiquement, avec l'appui sur des mouvements extrémistes. Dans les Balkans, les États-Unis se sont appuyés sur des islamistes, ils se sont appuyés sur des mouvements néo-nazis, croates, et j'ai vu qu'ils faisaient la même chose en Ukraine. Les États-Unis, j'explique dans mon livre L'Amérique Empire, la méthode des 5 M, comment est-ce que les États-Unis préparent des révolutions de couleur, et j'ai revu le même scénario se dérouler, et je savais que ça allait mal se terminer parce que c'était sur la frontière de la Russie, et que la Russie, contrairement à l'ex-Yougoslavie, à l'Irak, à l'Afghanistan, avait les moyens de répondre et que la Russie n'allait pas se laisser faire. Et je disais dès 2014, attention, si on n'agit pas rapidement, cette situation va se dégénérer et ça peut avoir des conséquences néfastes qui dépassent largement le scope des frontières ukrainiennes. Vous continuez des missions humanitaires, notamment au Kosovo. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Kosovo? Parce qu'on parle tout le temps de l'Ukraine, mais il y a d'autres conflits plus ou moins dormants ou les vrais conflits qui existent partout dans le monde, mais on n'en parle pratiquement pas. On en parle moins. Comme la Russie est évidemment très occupée en ce moment dans son conflit en Ukraine et sur son pourtour immédiat, on voit aussi qu'il y a des tentatives de révolution de couleur en Géorgie, il y a eu des escarmouches au Kyrgyzstan, en Ouzbékistan. Les Russes sont moins présents aujourd'hui en Serbie, ils sont tout à fait derrière le président Vučić, en tout cas dans la défense du peuple serbe du territoire du Kosovo. Les Américains et Bruxelles en profitent pour avancer leurs pions, parce que du coup il y a une présence moins forte de la Russie. Ce qui est important de comprendre, c'est que les atlantistes ont suscité en 1999 une guerre totalement illégale, ont créé ce pays fantoche qui s'appelle le Kosovo. Il n'y a dans aucun livre d'histoire un peuple kosovar, une langue kosovarde, une histoire kosovarde, ça n'existe pas. Ils ont inventé ce pays qui n'est pas reconnu par des pays qui représentent 5/7 de l'humanité. 2 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ne reconnaissent pas le Kosovo. L'Argentine, l'Algérie, le Brésil, l'Espagne, Chypre, l'Inde, la Chine ne reconnaissent pas le Kosovo. Le Vatican ne reconnaît pas le Kosovo non plus. Et les atlantistes ont créé une situation très compliquée dans les Balkans, puisqu'il y a cet État qui est inventé de toutes pièces et qui ne correspond à rien. Et ils voudraient que les Serbes l'abandonnent. Et ils profitent en ce moment pour mettre la pression sur le président Vučić, le président serbe, pour qu'il reconnaisse le Kosovo indépendant pour normaliser les relations. Or, les Serbes ne peuvent pas abandonner
le Kosovo. Nous, Serbes, disons Kosovo et Metochi. Ce sont les deux parties de ce qu'on appelle nous Kosovo aujourd'hui. C'est important parce que Metochi, c'est un terme grec qui veut dire terre d'église. Donc c'est vraiment le cœur non seulement de la Serbie, mais de l'église orthodoxe serbe. Et donc les atlantistes ont mis la pression, et notamment à travers Emmanuel Macron et le chancelier allemand ont écrit un courrier directement au président Vučić en lui demandant non pas de reconnaître officiellement, mais de normaliser la situation. Donc du coup, Schulz et Macron envoient ce courrier en disant qu'il faut que la Serbie, à travers un certain nombre de mesures qui sont en train d'être discutées en ce moment, reconnaissent les frontières du Kosovo, reconnaissent les emblèmes du Kosovo, reconnaissent les papiers du Kosovo. En gros, c'est une reconnaissance de l'indépendance de fait sans prononcer le mot indépendance. Mais quand on sait lire entre les lignes, on comprend que la Serbie devrait reconnaître le Kosovo indépendant. Ce que les Serbes ne peuvent pas faire et ce que Vučić ne veut pas faire. Il a d'ailleurs dit à de nombreuses reprises qu'il ne voulait pas reconnaître l'indépendance du Kosovo. Et je rappelle que la résolution 1244 de l'ONU reconnaît aujourd'hui le Kosovo comme faisant partie de la Serbie. L'ONU ne reconnaît pas le Kosovo indépendant. Mais comme Vučić est un peu seul en ce moment au niveau international, il a cette pression incroyable. Il le dit, vous ne pouvez pas savoir la pression que nous avons en ce moment, de la part de Bruxelles et de Washington. Il va y avoir une rencontre bientôt à Ohrid, en Macédoine du Nord, entre le responsable des Albanais du Kosovo, Albin Kurti, et Aleksandar Vučić, le président serbe, pour essayer de signer ce document. Et il y a beaucoup de craintes en ce moment en Serbie que Vučić, sous la pression, qui est une pression essentiellement économique, le cœur des Serbes ne veut absolument pas abandonner le Kosovo, mais il y a des pressions économiques très importantes. La Serbie réalise 66% de ses importations et exportations avec des pays de l'Union européenne, et on fait peser avec des méthodes de voyous, de mafieux, sur les épaules du président serbe la possibilité qu'il n'ait plus d'aide, qu'on lui ferme des marchés, qu'on n'investisse pas en Serbie si ne signe pas ce document. On va voir ce qui se passe, mais c'est une situation qui est très délicate, et je rappelle juste que la situation n'est pas du tout apaisée dans les Balkans. L'OTAN avait promis, et les États-Unis avaient promis la paix, la prospérité, l'amitié entre les peuples. Les Balkans demeurent une cocotte minute qui ne demande qu'à exploser. Un autre pays artificiel, qui est la Bosnie-Herzégovine, est complètement séparé, déchiré, avec un taux de chômage qui frôle les 40%. L'ensemble des Balkans est globalement pauvre. L'industrie locale qui existait au temps de la Yougoslavie a disparu. Ce ne sont que des multinationales qui viennent de pays atlantistes qui se sont installés dans les Balkans et qui se servent des habitants des Balkans comme de la main-d'œuvre bon marché. Que les personnes soient bosniaques, musulmanes, bosniaques, serbes, slovènes, croates, macédoniens ou albanais, tous ont perdu dans ces guerres. Et donc évidemment, quand vous avez le risque de la guerre, quand vous avez des tensions, quand vous êtes pauvre, quand il y a de la corruption, eh bien, les risques que cela éclate de nouveau sont bien réels. Et on voit que ces méthodes atlantistes, soi-disant de paix, etc., ne se réalisent pas, et la Yougoslavie est comme l'Afghanistan, comme l'Irak, comme la Syrie, une zone qui demeure très pauvre, qui demeure à risque de nouveaux conflits, et que les atlantistes ne cherchent que leurs propres intérêts et pas du tout les intérêts des peuples qu'ils sont censés défendre. Pour revenir à votre ouvrage « L'Amérique Empire », d'où viennent les racines des aspirations américaines pour régner dans le monde entier ? Ces racines existent bien avant même la création des États-Unis. On a cette fameuse phrase du gouverneur du Massachusetts, John Winthrop, qui dit que ce qui n'est pas encore les États-Unis, mais ce pays qu'ils sont en train de créer, va devenir, il emploie une expression biblique pour dire qu'elles vont devenir la cité sur la colline vers laquelle les yeux du monde entier seront tournés. Le premier président des États-Unis, le chef de la rébellion contre les Britanniques, George Washington, part des États-Unis comme d'un infant empire, on pourrait dire un empire naissant ou un jeune empire. Le deuxième président des États-Unis, John Adams, part de la République fédérative des États-Unis, qui par ses vertus pures, vertueuses et civiques, dominera le monde, régnera pour toujours et introduira la perfection de l'homme. C'est un programme qui est quand même assez ambitieux pour un tout petit pays qui vient de naître, de 13 colonies, qui viennent de se battre contre les Britanniques. Ils ont toujours eu ça dans leur ADN. Cette volonté à la fois qui est un mélange de messianisme, de revanche sur l'ancien monde, et ensuite qui a été, qui a été mélangée à des volontés purement impérialistes américaines, capitalistes, qui est vraiment l'essence de la création des États-Unis, de conquête de territoire. La subtilité
de l'impérialisme américain et qu'il consiste non pas forcément en des conquêtes de territoire pur, une fois que les Américains avaient gagné tout le territoire entre l'Atlantique, la côte atlantique et la côte pacifique, ils ont compris que conquérir des territoires, ça coûte de l'argent, il faut des investissements, il faut essayer d'amadouer le peuple localement. Ils ont compris qu'il fallait coloniser les élites, coloniser les responsables des différents pays. Et ils ont tout un programme à travers leurs universités, à travers des ONG, à travers des financements très importants à travers le monde pour faire en sorte que dans les différents pays, quelle que soit la couleur politique, qu'on soit de droite, de gauche, communiste, nationaliste, eh bien, les personnes qui sont au pouvoir, les Américains vont être très proches, via leurs ambassades, via toutes ces organisations, pour s'assurer que les personnes en place mettent en place des programmes qui sont dans l'intérêt des États-Unis. Et quand ça ne coïncide pas, quand il y a trop de difficultés, quand un pays résiste, eh bien, ce pays risque des révolutions de couleur, des calomnies dans les médias, des guerres civiles, ou voire même des guerres ouvertes, comme on l'a vu dans les différentes guerres des États-Unis, que ce soit en Irak ou en ex-Yougoslavie ces dernières années. Comment analysez-vous justement les manifestations qui se déroulent en ce moment en Géorgie, en Moldavie? C'est le bon timing puisque le conflit en Ukraine est en plein ressort. Comment vous pensez que les événements dans ces régions-là vont se dérouler dans les semaines qui viennent? Le problème des États-Unis, c'est que nous connaissons maintenant leur méthode. J'explique, là, j'ai décortiqué cette méthode que j'appelle moi la méthode des 5 M, où comment est-ce que les Américains commencent en trouvant un bouc émissaire qu'ils vont appeler le monstre. Donc du coup, même si Kadhafi était bien vu à un moment, ou même si Saddam Hussein était l'allié des États-Unis, quand Saddam Hussein a envahi illégalement l'Iran, les Américains, les atlantistes n'ont rien dit du tout. Il était l'ami des Occidentaux. Les atlantistes, tout d'un coup, eh bien, ils voulaient commencer à commercialiser en euros. Il avait une volonté spécifique sur le développement du pétrole dans son pays. Il est devenu un ennemi, on l'appelait monstre. Puis ils vont se servir des milices locales, puis ils vont envoyer leurs militaires, puis leurs multinationales. Bref, il y a 5 M qui décrivent ces révolutions de couleur. Et nous sommes en plein dedans. C'est un livre ouvert, il n'y a plus de surprise. C'est-à-dire que quand on voit ce qui se passe en Moldavie, quand on voit ce qui se passe en Géorgie, on connaît toutes les ficelles. Le problème, c'est que les Américains, à force d'avoir mis en place la même stratégie, la même politique, pour ceux qui ont compris comment ils fonctionnaient, nous voyons très bien où ils veulent en venir. Nous comprenons, quand on voit ce qui se passe à Tbilissi en ce moment en Géorgie, c'est un copier-coller de ce qu'ils ont déjà fait en Géorgie dans le passé, de ce qu'ils ont fait pendant le Maïdan en 2013 et 2014 en Ukraine, de ce qu'ils ont fait en ex-Yougoslavie, de ce qu'ils ont fait dans différents pays. Ils veulent faire ça pour affaiblir la Russie. Ils ne l'ont pas caché depuis les géostratèges, géopolitologues américains que sont Spikeman et Mackinder, qui ont identifié que la seule zone dans le monde qui pouvait concurrencer les États-Unis se trouvait en Eurasie. Depuis qu'ils ont identifié ça, toute la stratégie américaine consiste à faire en sorte qu'il n'y ait pas de concurrents. Ils sont l'hégémon, ils sont la grande puissance internationale. Et c'est vrai que c'est un très grand pays, plus de 350 millions d'habitants, ils ont le dollar, ils ont une puissance financière impressionnante, ils ont plus de 700 bases militaires dans le monde. Et toutes les routes maritimes sont couvertes par des navires américains. La seule zone d'où pourrait naître un concurrent qui pourrait faire peut-être chuter ou au moins affaiblir cet empire américain pourrait venir de l'Eurasie. Et la stratégie des États-Unis est d'affaiblir ces puissances qui aujourd'hui sont très clairement la Russie, dans une moindre mesure, et surtout la Chine, qui fait peur aux États-Unis, parce que les États-Unis se disent, si on a un concurrent, nous allons perdre notre hégémonie et notre plan mondialiste va s'effondrer. Justement, le processus de la dédollarisation qui est bien en cours, et c'est l'intérêt vital pour les États-Unis, puisque c'est le roi dollar. Comment l'Empire va réagir, sachant qu'elle peut perdre son roi? Elle va réagir évidemment très mal, parce que vous savez, les Américains sont malins. On dit toujours, oh, ils sont pas très malins les Américains. Il ne faut pas dire ça. Ils sont quand même, en tout cas ceux qui dirigent les États-Unis, qu'ils soient au pouvoir ou dans les arcanes du pouvoir, sont très malins. Et quand ils ont vu, après Bretton Woods, qu'ils imprimaient plus de dollars qu'ils n'avaient de réserves d'or, du jour au lendemain, ils ont dit, bah, on n'assure plus vos réserves d'or avec le dollar. Et le monde n'a rien dit. Donc ils ont vu qu'ils étaient déjà arrivés à un point d'invincibilité dans les années 70. Puis ils ont eu ce génie de négocier avec les pays, les pétromonarchies du Golfe, cet accord par lequel on pouvait acheter que du pétrole et du gaz à ces pétromonarchies qu'avec des dollars. Ce qui voulait dire que le monde entier devait se procurer des dollars avant de s'acheter du pétrole ou du gaz, qui sont les nerfs de toutes les économies. Sans hydrocarbures, les économies ne fonctionnent pas. Et il fallait des dollars. Les Américains, eux, avaient la planche à billets. Ça leur coûtait quelques centimes pour imprimer ces dollars.
les Français, les Congolais, les Argentins, eux, devaient produire quelque chose de réel, le vendre, récupérer des dollars et ensuite pouvoir s'acheter ces hydrocarbures. L'ancien président français, Valéry Giscard d'Estaing, parlait du privilège exorbitant du dollar. Ça, c'est un des piliers de l'Empire américain. Grâce à ça, les États-Unis, eh bien, ils peuvent rayonner sur le monde parce que le monde entier a besoin de leur monnaie et le monde entier fait confiance dans l'économie américaine. Tant qu'il y aura cette confiance, le dollar sera utilisé. Parce que, pourquoi est-ce qu'on fait confiance au dollar? Parce qu'un dollar aujourd'hui, je vais prendre un exemple, imaginons qu'il permette de payer un litre d'essence, il y a de fortes chances que dans 15 jours ou dans un mois, ils permettent encore d'acheter un litre d'essence. Si vous avez une monnaie qui est moins fiable, eh bien aujourd'hui, vous allez peut-être acheter un litre d'essence et peut-être dans un mois, vous allez avoir besoin de 2 équivalents, enfin 2 unités de la monnaie de ce pays-là pour acheter un litre d'essence. Donc, on fait confiance au dollar. Et ça a été l'histoire des États-Unis depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui se passe maintenant avec la dédollarisation, c'est que les pays se sont rendus compte qu'ils étaient tributaires des États-Unis. Parce qu'en plus, les Américains ont adossé à ce dollar un droit d'extraterritorialité. C'est-à-dire que si vous utilisez des dollars, c'est ainsi que la BNP, banque française à travers une filiale, s'est vue imposer une amende de 9 milliards de dollars. Je demande aux personnes qui nous écoutent de se rendre compte de ce que c'est que 9 milliards, c'est gigantesque. Pourquoi ? Parce qu'une filiale de la BNP, en toute légalité, a fait du commerce avec l'Iran. Il n'y a aucun droit international qui n'a pas été respecté. Le droit français a été respecté, le droit international a été respecté, mais l'Iran était sur la liste noire des États-Unis. La transaction s'est faite en dollars US et les Américains ont dit « Attention, vous avez utilisé mon dollar, donc vous allez être soumis au droit américain ». Et ça leur a permis d'imposer 9 milliards de dollars d'amende à la BNP. L'État français n'a rien dit. La BNP a payé, et ça ne concerne pas que la BNP, il y a des boîtes du monde entier. Donc du coup, à partir du moment où vous utilisez le dollar, vous-même, vous soumettez au droit américain, avec les conséquences que ça implique. Donc des pays, de plus en plus de pays, décident de ne plus commercialiser en dollars pour être indépendants et pour être assujettis à leur droit national ou au droit international, mais pas au droit américain. Et donc, ça fait peur aux États-Unis parce que ça veut dire qu'il y aura de moins en moins confiance dans ce dollar et que de plus en plus de pays vont se dire écoutez, moi je veux bien faire du commerce, je préfère faire du commerce dans ma monnaie locale parce que je fais du commerce aujourd'hui, on va dire, avec la Géorgie, mais si demain les États-Unis disent attention, la Géorgie est sur ma liste noire, oh, vous avez fait du commerce avec la Géorgie, je vais vous imposer une amende, vous perdez de votre liberté. Et ce sont les caractéristiques d'un empire. Hein. Quand on est dans un empire, quand vous avez, au bout d'un moment, un État, une entité, une organisation qui peut vous imposer soit une peine fiscale, soit une peine carcérale. Hein. On l'a vu avec M. Pierucci qui a écrit le piège américain, qui s'est retrouvé emprisonné 2 ans aux États-Unis alors qu'il n'avait commis aucun délit, aucun crime. Et bien du coup, pour éviter d'être assujettés au droit américain, ces pays-là veulent maintenant commercialiser en monnaie locale. La Chine le fait, la Russie le fait, le Cambodge le fait. Le Cambodge, on ne le sait pas, utilise énormément le dollar. Le Cambodge a pas mal développé les monnaies numériques et est en train de se dédollariser. Mais plus les pays vont se dédollariser, plus on va avoir confiance en dollars, moins le dollar va avoir de la valeur, plus les Américains vont avoir un problème parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis, à force d'imprimer des dollars, vivent de la dette. Les États-Unis ont une dette publique et privée combinée de 90 000 milliards de dollars. C'est gigantesque. Si on ne fait plus confiance dans le dollar, la situation économique américaine va devenir fragile, d'où la crainte des États-Unis aujourd'hui de ne pas laisser ces pays émerger parce que du coup, ils veulent, d'une manière non intelligente, défendre leur suprématie sur le reste des pays. Le problème pour eux, c'est qu'ils n'ont plus les moyens qu'ils avaient après la Deuxième Guerre mondiale. Vous parlez du livre Le piège américain par Frédéric Pierucci qui est venu à plusieurs reprises au Dialogue franco-russe et a présenté ce livre. Et donc je vous invite à regarder les 2 vidéos qu'on a sur notre chaîne YouTube du Dialogue franco-russe qui effectivement raconte cette histoire passionnante en fait. Impressionnante, passionnante de son emprisonnement et de tout ce qu'il a vécu aux États-Unis. Vous avez effectué plusieurs missions humanitaires en tant que président de l'association Ouest-Est et vous vous êtes rendu dans le Donbass, comme vous avez dit, en 2014 et je m'en souviens très très bien. On a fait même quelques rencontres au dialogue à l'époque avec des familles ukrainiennes, des familles russes ukrainiennes du Donbass qui vivaient dans des conditions pitoyables.
qui perdaient leurs enfants sous les bombardements ukrainiens. Les médias ne s'intéressaient pas, les médias mainstream ne s'intéressaient pas à ces faits. Et comme je dis à plusieurs reprises, chaque fois on se réveille le 24 février 2022 en disant que bon, voilà, la guerre a déclenché. On sait très bien que la guerre n'a pas commencé le 24 février 2022. Comment expliquez-vous l'indifférence des médias mainstream pour ce conflit qui pourtant a commencé en 2014 et a toujours été au cœur de l'Europe? C'est particulièrement grave et ça montre que nos médias ne sont pas libres. Parce que, en effet, et je vous remercie parce qu'à l'époque, vous étiez quasiment la seule organisation qui nous a acceptés. J'ai fait venir en 2017 une maman du Donbass avec son fils Andrei qui avait reçu un éclat d'obus ukrainien dans le dos et qui était devenu paralysé en dessous de la ceinture. Il était devenu complètement paralysé. Et je disais à cette époque-là, puisque les médias ne s'intéressent pas à la guerre du Donbass, je vais amener la guerre du Donbass à Paris. J'ai invité tous les médias mainstream. J'ai invité tous les partis politiques. Et je le dis là, juste deux responsables politiques sont venus, un de la France Insoumise et un des Républicains. C'est les deux seuls partis qui ont envoyé quelqu'un à qui j'ai juste expliqué la situation parce que je disais, attention, il y a une guerre qui est importante. Il y avait déjà en 2017 plus de 10 000 morts, 30 000 blessés, 1 million de réfugiés et personne n'en parlait. Il y avait une cécité totale de la part des médias occidentaux. Et j'ai invité évidemment toutes les chaînes, que des médias alternatifs, comme TV Liberté entre autres, ont accepté d'interviewer cette dame qui... C'est pas parce qu'on invite un journal que le journal va prendre fait et cause pour la personne, mais au moins le journaliste, par curiosité intellectuelle, par compréhension de la stratégie, de la situation géopolitique, veut entendre c'est quoi ce témoignage. Quoi, un enfant s'est pris un éclat d'obus par un missile ukrainien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'est pas obligé de dire je suis d'accord avec cette dame-là, mais il doit essayer de comprendre. Personne n'a envoyé. Donc du coup, les médias en France ne sont clairement pas libres. Ça, c'était la conclusion. Je le savais déjà un petit peu avant, j'avais vécu pendant les années 90, et c'est triste. Et c'est pour ça, explique aussi pourquoi aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a une enquête de l'université d'Oxford qui montre que pour la première fois en France, de plus en plus de personnes se détournent des médias mainstream pour aller chercher de l'information dans les médias alternatifs parce qu'on ne fait plus confiance dans les journalistes. J'invite tous les journalistes de la place parisienne pour expliquer une situation de guerre en Europe à 2 heures de vol de Paris qui peut dégénérer, et on voit aujourd'hui qu'elle a clairement dégénéré. Aucune rédaction ne m'envoie un journaliste de ces médias. Et pourtant, j'avais les contacts, j'avais tout ça. Et je peux même vous dire que certains m'ont dit, écoutez, je rêverais d'y aller, mais à titre personnel, parce que ma rédaction ne va pas me laisser parler de cette guerre. Donc du coup, il y a une volonté, une espèce de chape de plomb qui existe sur les journalistes en France aujourd'hui pour parler de certains sujets et ne pas parler d'autres sujets. Et c'est une tristesse, parce que le métier de journaliste consiste à se renseigner. Et en tant que citoyen, on n'est pas obligé de croire tout ce que dit un journaliste ou un autre, mais on doit avoir plusieurs sources d'informations pour se faire sa propre opinion. Le problème, c'est qu'on est dans une situation aujourd'hui où les médias ne nous laissent pas faire notre propre opinion en nous disant voilà ce que disent les Ukrainiens qui sont pour Kiev, voilà ce que disent les Ukrainiens qui sont pour la Russie, voici ce que dit Moscou, voici ce que dit l'ONU, voici ce que disent les journalistes qui sont sur place, faites-vous votre propre opinion, ayons un débat intelligent. Non, on est dans la fabrication du consentement, ce qu'avait déjà énoncé Walter Lippmann au début du XXe siècle, ce qui avait été ensuite expliqué par Noam Chomsky. On veut que les gens pensent de la même manière. Et c'était ça. Et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu parler dès 2017, parce qu'on aurait pu arrêter cette guerre plus tôt si on avait la volonté, si les gens se rendaient compte de ce qui se passait, et si les gens surtout se rendaient compte que si on ne faisait rien, ça allait dégénérer, et on n'a rien fait, ça a dégénéré, et on est dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. À l'époque, vous m'aviez accueilli, on avait pu faire cette conférence avec un député. Ça, c'était quelque chose qui était un moment très poignant, parce qu'on a eu cette maman et son fils qui était en fauteuil roulant, qui expliquaient qu'en Europe, au XXIe siècle, des civils se faisaient bombarder. Et les gens ne se rendaient pas compte de ça. C'était, je leur ai dit, très émouvant, très dur de voir ça. Et je suis toujours en contact avec cette maman et ils sont encore en guerre. Ils sont en plein dedans. Et on aurait pu arrêter ça si on s'était réveillé plus tôt et si nos politiques et nos journalistes faisaient vraiment leur boulot de terrain et essayaient de trouver une solution pacifique, essayer de comprendre ce qui se passait réellement sur place. Nous avons fait plusieurs conférences récemment et justement, je pense que c'était la semaine dernière, on dit voilà, les Russes ne veulent pas négocier. On sait très bien que Zelensky, au début du conflit, voulait absolument négocier avec les Russes, mais Boris Johnson a dit niet. Oui. Donc vous ne pouvez pas terminer cette guerre comme ça.
Puisque personne ne veut négocier, et on arrive en quelque sorte dans la prolongation sur le temps long de ce conflit-là, de cette guerre, on peut le dire maintenant que c'est la vraie guerre. Quels sont vos pronostics, vous qui vous êtes allé dans la région, vous connaissez un petit peu le terrain sur place, avec toutes les forces qui sont sur place en ce moment, les forces de l'OTAN, les Russes, les Ukrainiens. Comment on peut négocier? Peut-on encore négocier? Comment... Oui, on doit négocier. On doit négocier parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde de ne pas avoir la guerre qui se répand à d'autres pays européens, voire même qui pourrait devenir mondiale. On doit trouver la paix. Et puis c'est dans l'intérêt de l'Europe. Je vous rappelle qu'on nous avait vendu, moi je me souviens à l'école, à l'université, on nous disait que l'Europe c'est la paix, que l'Europe c'est la démocratie. Et on voit qu'aujourd'hui l'Europe est complètement absente. Au contraire, le discours de Ursula von der Leyen ou de Josep Borrell est de amener des armes, amener de la guerre. Enfin, on est aux antipodes. C'est vraiment, on vit quelque chose d'assez incroyable où sans vergogne, ceux qui nous avaient promis que l'organisation, la construction européenne allait nous protéger sont en train de nous montrer qu'au contraire, nous sommes l'épée, nous ne sommes pas la paix, nous sommes l'épée dans la main des États-Unis qui, pour des intérêts propres, ne veulent pas que la Russie devienne un grand acteur international. C'est ça le fond du sujet. On a intérêt, il faut militer pour la paix. Déjà, je pense que c'est important que tout le monde, chacun, là où il se trouve, milite pour la paix, disent on ne veut pas, il faut qu'on arrête la guerre. Évidemment, c'est une histoire entre Russie et États-Unis. Les Ukrainiens, malheureusement, beaucoup d'Ukrainiens servent de chair à canon pour les Américains. Zelensky, le jour où il abandonnera le pays, je pense que malheureusement, il est trop soumis aux États-Unis. Comme vous le disiez tout à l'heure, il voulait négocier la paix avec la Russie. Nous savons aujourd'hui que les discussions à Ankara étaient bien avancées pour trouver une solution dans les premières semaines de la guerre. Boris Johnson, comme vous l'avez dit, débarque en disant « si vous faites ça, on vous abandonne ». Et donc malheureusement, il est tenu. Zelensky est tenu aujourd'hui alors qu'il avait été élu par les Ukrainiens, justement, qui avait dit à un moment, on ne veut ni des partis traditionnels, on veut quelqu'un de frais, un comédien, qui nous avait promis en plus la paix au Donbass. On voit que Zelensky n'apporte pas ça aujourd'hui. Il faut la paix. Le problème, c'est que ni la Russie, ni les États-Unis ne peuvent perdre. Si la Russie perd en Ukraine, eh bien, elle sera la prochaine sur la liste, parce que cette guerre qui a été poussée, encouragée, financée, fomentée par Washington a fait de l'Ukraine une étape ultime sur la frontière russe. La prochaine étape, ça sera la Russie. Nous connaissons la stratégie des États-Unis. C'est la doctrine de Wolfowitz qui a été très clairement édictée au début des années 90, mais qui n'est que la suite d'une longue liste de stratégies mises en place par les États-Unis, que ce soit la doctrine Monroe, que ce soit par le corollaire, le corollaire de Monroe, Zbigniew-Brzezinski, qui explique qu'on ne veut pas de concurrents en Eurasie, on ne veut pas de grandes puissances qui puissent nous faire de l'ombre. Donc si la Russie perd, l'Ukraine devient une nouvelle frontière avec des missiles qui peuvent atteindre Moscou en 4 minutes, et avec aussi le rapprochement de toute la politique, la stratégie atlantiste, cancel culture, wokisme, qui se rapproche de Moscou pour essayer de retourner les Russes contre le gouvernement en place. Donc les Russes ne peuvent pas se le permettre. N'oublions pas non plus que la Russie, dans son histoire, a été attaquée à travers les plaines d'Ukraine par les Polonais, par les Lituaniens, par les Polonais-Lituaniens, donc par la France, par la Suède, 2 fois par l'Allemagne. Les gens oublient ça. C'est par cette plaine d'Ukraine que les Russes ont été attaqués dans leur histoire. Donc ils ne peuvent pas laisser un ennemi ouvert sur ce territoire. Les Américains ne peuvent pas se permettre de perdre non plus, parce que s'ils perdent, leur empire, pour la première fois depuis longtemps, on va voir une puissance qui aura freiné, voire même fait reculer la puissance américaine. Les alliés des États-Unis vont commencer à avoir peur en se disant « Oh, on s'est tous mis sous l'ombrelle protectrice des États-Unis », en se disant « Nous allons saborder notre propre souveraineté au profit des États-Unis ». C'est ça l'atlantisme. Hein. Les atlantistes pensent que les États-Unis défendront mieux l'Occident que chaque pays indépendant. Ils vont avoir peur parce que les États-Unis vont commencer à s'effriter. Ça sera un affront pour la stratégie de Washington. Et n'oublions pas qu'on parle souvent, le monde dit que, mais le monde dont on parle dans les médias occidentaux, ce sont les pays occidentaux. La plupart, l'Institut Wilson, qui est un institut américain, a bien analysé que vous avez les pays qui imposent des sanctions à la Russie aujourd'hui ne représentent que 16% de la population mondiale. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie de la planète, même si plusieurs de ces pays ont condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, n'imposent pas de sanctions.
et attendent autre chose et ne veulent pas de l'atlantisme, ne veulent pas de la politique américaine sur leur territoire. Donc, si les États-Unis perdent, l'Empire va continuer à s'effriter. Et ça veut dire qu'un nouveau monde va commencer à voir le jour, un nouveau monde où les États-Unis ne seront pas forcément le pilier. Nous savons que la Russie, la Chine, mais également l'Afrique du Sud, des pays en Amérique du Sud également, veulent un monde multipolaire où on n'a pas un seul pays qui est en train de dicter sa loi au globe, mais par l'équilibre de la puissance. Eh bien, on a un monde où les intérêts sont mieux protégés parce que chacun a intérêt à faire un peu attention parce que s'il devient trop important, s'il a divisé trop impérial, il y aura un équilibre par les puissances des autres pays du monde qui, pour que ça marche, se soumettent tous au droit international qui doit être l'arbitre au-dessus des nations. Les États-Unis ne respectent pas le droit international. Quand les États-Unis organisent un coup d'État ou aident un coup d'État en Ukraine, c'est totalement illégal aux yeux de la charte de l'ONU. C'est illégal, comme ça a été illégal quand ils l'ont fait au Guatemala, au Congo, en ex-Yougoslavie. Personne ne leur dit rien parce qu'ils sont au-dessus du droit international. Vous savez, on a l'ancien secrétaire général de l'ONU, qui connaît très très bien l'institution, Boutros Boutros-Ghali, qui a dit que l'ONU n'est qu'un outil au service de la politique étrangère américaine. On doit arrêter ça, on doit revoir les institutions, avoir un droit international signé et respecté par les pays, dans un monde multipolaire où l'équilibre est fait par le respect du droit international et par le fait qu'il y ait plusieurs pôles de puissance qui font que chaque pôle fait attention parce qu'il n'est pas hégémonique au niveau planétaire. Donc les États-Unis doivent faire attention à ça. Je pense que le sens de l'histoire, c'est la multipolarité et que les États-Unis feraient mieux de le reconnaître le plus tôt possible. Parce qu'ils resteront toujours un grand pays avec beaucoup de richesses, beaucoup de puissance, plus de 350 millions d'habitants. Ils ont toujours été leaders, ils sont très malins là-dedans sur tout ce qui est recherche et développement, sur tout ce qui est technologique. Ils pourront rester un grand pays, mais il faut qu'au sein même des États-Unis, c'est ce que disait Hugo Chavez, c'est les seuls qui peuvent nous sauver des États-Unis, ce sont les Américains eux-mêmes. Beaucoup d'intellectuels américains sont contre, c'est Noam Chomsky, sont contre cette intervention. On peut faire une liste très 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 longue, et ça c'est positif. C'est-à-dire qu'au sein même des États-Unis, des personnes qui rayonnent, qui ont de l'influence, sont en train de mettre en garde l'État américain contre le danger. Et ils rappellent, attendez, soyons, et n'oublions pas que le précédent président américain, Trump, disait qu'il fallait pas que les États-Unis continuent de faire des guerres dans le monde entier. D'ailleurs, c'était le seul président qui n'avait pas mené, un des seuls présidents américains qui n'avait pas mené de nouvelles guerres à l'étranger. Donc il y a cette conscience dans une partie de l'élite américaine, il faut qu'elle se développe. Et les États-Unis feraient mieux de se retirer et de sauvegarder ce qu'ils ont déjà. Je pense qu'ils vont perdre un peu, mais il vaut mieux perdre un petit peu que de tout perdre, plutôt que se lancer tête baissée dans une fuite en avant qui pourrait être suicidaire pour l'Europe, parce que je vous rappelle que s'il y a une guerre et qu'elle éclabousse, les pays européens et les pays asiatiques seront concernés. Les États-Unis pensent qu'ils pourront peut-être voir ça à distance, comme ils l'ont fait pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale à Pearl Harbor. C'est un risque, je pense, qui ne peuvent plus se permettre de prendre aujourd'hui, parce qu'ils peuvent être impliqués dans cette guerre directement, et nous savons que plusieurs pays européens ou asiatiques ont des missiles qui peuvent aujourd'hui atteindre les États-Unis. Donc dans l'intérêt de tout le monde, qui recule? Quelle est la place des États-Unis en Europe? Pourquoi avons-nous besoin des États-Unis en Europe? On n'en a pas besoin. Donc du coup, il faut juste qu'ils se retirent, qu'ils laissent les pays européens de redévelopper une nouvelle architecture de la paix entre l'Atlantique et le Pacifique. Nous avons, parmi les pays européens, un socle helléno-chrétien. Nous avons des rapports, nous avons une histoire en commun, nous avons les ressources, nous avons le génie. Il ne faut pas du tout, je ne suis pas du tout pour rentrer dans un monde du chaos total, du choc des civilisations. Mais entre pays européens, il y a de quoi construire une Europe, pas l'Europe de Bruxelles, pas l'Union européenne de von der Leyen, mais une Europe rapprochée, une Europe intégrée sur certains points, mais qui respecte la souveraineté des nations et qui travaille en bonne intelligence avec l'Asie, avec l'Afrique, qui sont nos voisins. Vous savez, il y a 75% de la population mondiale qui vit entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Il y a 75% des ressources naturelles qui sont entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Pourquoi est-ce qu'on laisse un perturbateur américain venir nous diviser, nous opposer, alors que si on était un peu plus malin et qu'on cherchait vraiment la paix et le bien commun entre nous, on pourrait profiter de cette richesse pour vraiment développer des sociétés de prospérité qui ne laisseraient personne sur le bord de la route, qui intégreraient tout le monde et surtout qui banniraient la guerre et qui respecteraient le droit international. Ne laissons pas le troublion nous diviser les uns contre les autres. Vous savez, le slogan préféré des empires, c'est « divide et impera ». Donc arrêtons ces divisions, se diviser pour mieux régner, et demandons aux États-Unis de nous laisser tranquilles. Nous allons régler cela, nos problèmes entre Européens, et pour vivre mieux avec tous nos voisins.
Et justement, en parlant des voisins, la Russie va toujours rester le voisin des pays européens. Comment normaliser les relations entre l'Union européenne, les pays de l'Union européenne et la Russie? Est-ce que la rupture est prononcée pour des années à venir? Non, elle ne l'est pas. Les gens qui disent ça sont des menteurs, sont surtout des personnes qui ne lisent pas des livres d'histoire. Lisons les livres d'histoire, regardons les histoires entre la France et l'Angleterre, entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne a fait des choses terribles à la France. L'Allemagne nous a envahis, nous a soumis. Et pourtant, on a été capable de faire fi du passé, de reconstruire quelque chose de nouveau. Et je pense que ça, c'est important. Et ça a été fait très rapidement, hein, après la Deuxième Guerre mondiale, malgré les horreurs qui avaient été commises. Donc ça, on n'en est pas à ce stade-là avec la Russie. Donc il suffit de la volonté. Les pays européens, les peuples européens, malheureusement, nous faisons la guerre depuis la nuit des temps. Ça, c'est un fait. Mais nous sommes capables aussi de nous réconcilier. Et je pense que si on a la volonté de se réconcilier, on va y arriver. Il faut cette volonté. Il faut la volonté de paix. Le problème, c'est que nous avons aujourd'hui des gens qui ont un discours belliqueux, va-t-en guerre. Mais ce sont des personnes qui veulent aller en guerre, mais qui ne font pas la guerre. Ce ne sont pas des personnes courageuses. Moi, je rappelle que Pierre Ier de Serbie, qui est devenu roi, lui, il a fait Saint-Cyr en France, il s'est battu contre les Prussiens, il a été pris otage par les Prussiens, il a traversé la Loire à la nage, il a rejoint les troupes du général Chanzy, il s'est battu, il est devenu ensuite roi de Serbie, des Serbes, des Croates et des Yougoslaves. On n'a plus beaucoup d'hommes politiques de cette trempe, mais que ceux qui veulent la guerre aillent se battre. Donc du coup, il faut remplacer ces belliqueux, ces gens qui veulent faire la guerre, par des hommes qui veulent la paix, pas des béni-oui-oui pacifistes avec des personnes qui ont une vision réelle de la géopolitique et qui se disent, voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes voisins. On ne va pas éloigner la Russie, on ne va pas la mettre au milieu de l'Antarctique. Elle sera toujours là. Travaillons ensemble, travaillons de manière intelligente. Excluons du débat les fauteurs de troubles étrangers et bâtissons la paix, bâtissons une architecture de la paix. C'est ce que voulait le général de Gaulle, c'est ce que voulait Gorbatchev, c'est ce que veulent beaucoup d'Européens. Je pense que si on devait faire un sondage aujourd'hui en Europe, les gens veulent une architecture de la paix et non pas de la guerre. Donc choisissons des hommes politiques qui veulent la paix et on va travailler et surtout par intérêt économique, par aussi les rapprochements culturels, linguistiques, on a tout pour être très très proches. Donc il faut cette volonté, donc la réconciliation avec la Russie. Je rappelle que ce sont surtout les élites qui sont fâchées. Si vous demandez, vous voyez, il y a de nombreuses manifestations en Europe, en Bulgarie, en Serbie, en Hongrie, même en France, en Allemagne, des gens qui disent « nous, on veut la paix ». On veut la paix, donc du coup, la réconciliation est possible. Il faut juste des hommes, je vais reprendre un extrait de la Bible, des hommes de bonne volonté. On peut construire la paix, ça c'est sûr. Merci Nicolas Merkovitch d'être optimiste, d'avoir trouvé du temps pour venir au Dialogue franco-russe. Merci d'être là. J'espère vous revoir bientôt avec notre public pour présenter de nouveaux ouvrages. Merci à vous, ce sera avec grand plaisir. Nicolas.